Bonjour à tous et bienvenue dans les tête-à-tête de Terre et Territoire. Aujourd'hui, Francis Taquet, spécialiste du Tour de France dans les Hauts-de-France, nous raconte quelques anecdotes historiques de cette course cycliste. Francis Taquet est aussi auteur d'un livre s'intitulant Des étapes du Tour dans les Hauts-de-France, qui recense ces anecdotes. Le premier tour dans la région, c'est en 1906. Le tour a été créé en 1903. Donc pendant 3 éditions, il est parti vers le sud et l'ouest de la France. Mais pour la première fois, il est venu chez nous en 1906 avec une étape Paris-Lille. D'accord. Alors, les coureurs ont fait la reconnaissance de l'étape et notamment des derniers kilomètres. Déjà à l'époque, les cracks, comme on les appelait, ils avaient un comportement professionnel et puis ils avaient certains avantages pour pouvoir faire ces reconnaissances. Ils savaient que l'arrivée devait se faire au pont de la Citadelle, l'avenue Mathias de Lobel. Ils devaient emprunter cette avenue, longer le cours ancien de la Deule et puis sprinter à l'approche du pont de la Citadelle. Petite anecdote aussi, c'est la première fois qu'il y avait un drapeau rouge qui était placé à 1 kilomètre de la ligne d'arrivée. Parce que, quoi le drapeau alors, rouge à l'heure qu'il est, il y a une arche qui est installée et en haut, il y a une flamme rouge qui est mise en place. Vous la verrez peut-être à l'occasion. Hein. Mais à l'époque, comme c'était nouveau, que c'était une idée qui venait de germer dans l'esprit des organisateurs, il y a une personne qui s'est mise à 1 kilomètre, qui avait un drapeau rouge et qui devait agiter. D'accord. Alors, et en fait, là, c'est pour indiquer aux coureurs, il vous reste 1 kilomètre. D'accord. Alors, les coureurs qui avaient fait la reconnaissance s'attendaient à trouver ce drapeau rouge peut-être au début de l'avenue Mathias de Lobel pour que ça fasse 1 kilomètre. Hein. Mais le problème, c'est que le commissaire central de police a ressorti en dernière minute un arrêté municipal assez ancien qui interdisait la circulation des vélos dans le bois, promenade favorite des Lillois. Alors, ça a été le branle-bas de combat, tout était installé, il a fallu déménager tout le matériel et ramener cela au pont de Canteleu, donc à la limite entre Lambersart et Lille, donc 2 kilomètres avant. D'accord. Alors, les coureurs qui avaient repéré, ils ont été tous surpris de voir le fameux drapeau rouge 2 kilomètres avant l'endroit prévu. Alors, il y en a certains qui s'étaient réservés pour faire un sprint dans les tout derniers mètres, et puis comme ils ont été surpris, il était trop tard pour eux pour pouvoir envisager de gagner l'étape. Il y a encore une anecdote, bon, je ne l'avais pas recensé, mais c'est un coureur belge originaire de Liège qui avait fait le pari de faire Liège-Paris à pied avant de faire le Tour de France intégralement. Alors Liège-Paris à pied, ça a été, puis Paris-Roubaix, il est arrivé hors délai à Roubaix, donc il a été éliminé. Et c'était la deuxième fois qu'il participait au Tour, et il a essayé à 4 ou 5 reprises, et à chaque fois, il a été éliminé dès la première étape. C'est vrai. Ouais. Et j'avais échangé par mail avec Serge Lager, l'historien. Ouais. Il lui a dit, bah oui, c'était un sacré personnage, parce que lui, il a vu ses participations à d'autres courses et savait qu'il y avait toujours des choses inhabituelles chez lui, quoi. Il faut savoir aussi qu'en 1909, il y a eu des incidents dans la traversée de l'île. Parce qu'à l'époque, les coureurs n'étaient pas prioritaires sur la vie quotidienne, on va dire. Donc les piétons circulaient à leur guise, les vélos des locaux circulaient à leur guise, il y avait les chevaux qui tiraient des charrettes, il y avait le tramway aussi. Donc les coureurs en traversant l'île devaient faire attention à tout ça. Parce que du coup, il n'y avait rien d'arrêté pour ça, quoi. Ah non, non, non. Pas comme aujourd'hui où tout est bloqué. Ouais, c'est ça, c'était pas du tout comme ça, D'accord. c'était l'inverse en fait. C'était aux coureurs à se débrouiller pour slalomer, D'accord. peut-être pousser un cri pour se manifester. Alors en pratique, il y en a certains qui ne devaient pas s'embêter à ça, puis ils étaient très adroits, donc en général ça se passait bien, mais il y a quand même eu des accrochages entre certains coureurs et les piétons. D'accord. Alors ça a été mentionné quelque part dans le récit. Pour situer un peu, en 1931, il y a un départ de Lille, et les coureurs vont jusqu'à Ronchin en, entre guillemets, promenade. C'est un peu comme maintenant, il y a un départ fictif, et après il y a le départ réel qui se faisait en dehors de la ville. D'accord. Ils arrivent à Ronchin et ils sont bien ennuyés parce qu'il y a un enterrement, donc il y a un cortège qui bloque les convois de voitures, qui bloque les coureurs, c'est un embouteillage monstre. À l'inverse, en 1971, à Seclin, il y a un enterrement aussi, les coureurs doivent traverser Seclin, mais là on est quand même à l'époque où on bloque la circulation. Donc la circulation est bloquée 1 heure avant le passage des coureurs. Les gens qui assistent à l'enterrement sont dans la collégiale à Seclin, ils vont rester bloqués dans la collégiale parce que la course doit passer. Alors pendant tout ce temps, ils ont attendu, et puis c'est seulement après que le défilé vers le cimetière a pu s'organiser, quoi. Donc c'est pour bien montrer les changements qu'il y a pu y avoir au fil du temps. En 1910, donc
le maire de Lille va prendre un arrêté municipal pour limiter la vitesse des coureurs à 12 km/h dans la traversée de Lille. D'accord. Alors, quand je suis allé aux archives départementales à Lille, archives du Nord, j'ai pu mettre la main sur cet arrêté municipal qui figure dans les archives. Ouais. Alors, il y avait peut-être des policiers municipaux qui étaient postés pour s'assurer, mais c'est pas pour autant qu'ils ont dû les arrêter. Ouais. Enfin, Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait dans d'autres villes ou c'est vraiment je crois qu'à Lille, ça a été quand même assez compliqué sur les premières éditions pour concilier les attentes des organisateurs du Tour avec les nécessités locales. ouais. Hein, mais après, dans d'autres endroits, je n'ai pas eu l'occasion de lire. Hein. Dans la région, il y avait parfois un marché qui était organisé. Alors, je ne sais plus dans quelle ville j'ai vu ça. Comme c'était le marché, bon, les coureurs devaient quand même faire attention. Parce que la règle était la même dans toutes les communes. On ne faisait pas, on ne donnait pas de priorité à la course cycliste par rapport au déroulement de la vie quotidienne. Alors après, on passe à 1931. On va faire un bond dans le temps. Alors, en 1931, c'est encore un Français qui est maillot jaune, il s'appelle Antonin Magne. Et lors de l'étape qui mène à Dunkerque, il y a 2 coureurs belges qui vont l'asticoter comme il faut. C'est un nommé Gaston Rebry, qui était surnommé le Bulldog. Ils avaient souvent des surnoms. Hein. Et puis, il y avait Jeff de Misère. Alors, ils sont dans la même équipe, l'équipe belge, puisque c'est il y a des équipes nationales. Antonin Magne est dans l'équipe de France, il est maillot jaune, et De Misère est 2e au classement général. Alors, Rebry a décidé d'attaquer pour tenter de semer Antonin Magne, mais tout ça pour se mettre au profit de Jeff de Misère. Alors, Antonin Magne, le fin mot de l'histoire, c'est qu'il était au courant de ces manigances parce que les parents de Gaston Rebry tenaient un café à Menin. Et il y a un supporter d'Antonin Magne qui a eu l'occasion d'aller dans ce café et qui a entendu une conversation où ses parents disaient Gaston, il a l'intention d'attaquer et il a exposé le plan. Hein, il allait attaquer pour que Antonin Magne subisse la course et qu'ensuite Jeff de Misère puisse en profiter. Mais Antonin Magne, il a reçu du courrier, comme maintenant, les coureurs reçoivent du courrier à l'arrivée des étapes. Donc, il avait des gros paquets d'enveloppes et il n'avait pas l'habitude d'ouvrir parce qu'il n'avait pas le temps de le faire, il y avait trop de lecture. Mais il y a une enveloppe qui était plus grande que les autres. Alors, ça l'a intrigué. Et puis, il s'est dit, tiens, je vais l'ouvrir. Et il a ouvert l'enveloppe et c'est là qu'il a découvert le courrier de ce consommateur du café des parents Rebry qui a raconté, attention, ils ont l'intention d'attaquer. Alors, il était prévenu et donc, lors de cette étape, il a surveillé Gaston Rebry de près. Et quand Gaston Rebry a attaqué, il a réagi tout de suite, il a pris sa roue. Après, ils se sont retrouvés à 3 en tête. Alors, l'entrée dans le département du Nord, c'est du côté d'Étreins, dans l'Avesnois. Et donc là, on est à la limite entre le département du Nord et le département de l'Aisne. Et c'est là que commençaient les pavés. Alors, ça a été une course infernale. Les 2 Belges se sont relayés à tour de rôle pour essayer de semer Antonin Magne. Et Antonin Magne a tenu bon. Ils se parlaient entre eux en disant gauche et droite en flamand. Alors, il ne connaissait pas le flamand, mais après, il a compris ce que ça voulait dire, parce que c'était gauche et droite, c'était pour les virages, ou pour ce qu'il y avait à faire, les trajectoires à prendre. Il connaissait le parcours par cœur, les 2 Belges. Et donc, il a compris et il pouvait anticiper à la limite par rapport à ce qu'il disait. Et il est arrivé comme ça à Dunkerque à conserver son maillot jaune. Et c'est comme ça qu'il a gagné le Tour en 1931. Et pour la petite histoire, les 2 Belges donc portaient le maillot de l'équipe nationale de Belgique, mais ils avaient une casquette qui détonnait complètement. C'était la casquette du club de vélo club tourquenois, donc à Tourcoing, parce qu'en fait, ils étaient affiliés au club de Tourcoing tout en étant belges. Alors, ils ont voulu rendre hommage à leur club habituel, parce que quelque part, ils devaient se dire, si on est là à ce niveau-là, c'est aussi grâce à tout ce que le club a fait pour nous. Alors après, on va encore parler d'eux en 1935, Rebry et De Misère. Ils ne participent pas au Tour de France, mais en 1935, l'étape Paris-Lille se termine à l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Ça n'est plus à Roubaix, ça n'est plus à Lille depuis bien longtemps. Et pourquoi au Croisé-la-Roche ? Parce qu'à Roubaix, il y avait le vélodrome qui avait été démoli pour en faire un nouveau. Donc là, il n'y avait pas de possibilité d'accueillir l'arrivée. Alors, les organisateurs ont pu organiser des arrivées pendant quelques années à l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Et l'étape, la classique Paris-Roubaix, se terminait aussi à l'hippodrome du Croisé-la-Roche. La course avait lieu en avril.
hein, mais c'était le lieu prisé sur cette époque-là pour l'arrivée de courses cyclistes. Alors les deux Belges donc ne participent pas au Tour, mais comme il y a cette arrivée au Croisé-la-Roche, ils ont envie d'aller voir l'arrivée. Seulement, ils n'ont pas de carte d'entrée, ils n'ont pas l'autorisation officielle pour entrer dans l'enceinte de l'hippodrome. Donc, il y a des gens qui sont très scrupuleux et qui font du zèle à la limite. Ils vont peut-être pas les reconnaître et du coup, ils ne pourront pas suivre l'arrivée à l'intérieur. Ils vont voir passer le peloton, les coureurs, en se postant avant l'entrée. Alors, le lendemain, il y a le départ d'étape rue du Molinel, de l'étape suivante. Et donc, ils vont se plaindre auprès des journalistes et raconter leur misère de la veille en disant, et de misère va dire, Rebry, pardon, va dire, non, c'est de misère qui va dire, quand même, ça n'est pas chic pour Rebry, parce que le comble dans l'histoire, c'est qu'il avait gagné Paris-Roubaix à l'hippodrome du Croisé-la-Roche au mois d'avril. Alors, donc après, en 38, j'en reviens à ces fameux 3 tiers d'étape, là, que j'ai évoqué tout à l'heure. C'était quand même à titre exceptionnel. Il n'y a pas que dans la région ici que ça s'est fait, mais dans la région, je crois que c'est la seule fois où ça s'est produit. Alors, les coureurs devaient aller de Reims à Lille sur la journée. Il y a eu un premier tiers étape en ligne, donc en peloton, hein, entre Reims et Laon. D'accord. Après, il y a eu un contre-la-montre individuel entre Laon et Saint-Quentin. Et après, à nouveau, 3e tiers d'étape en ligne entre Saint-Quentin et Lille. D'accord. Donc c'était quand même un menu assez copieux pour la journée. Hein. Bon, et ça, c'est pas arrivé qu'ici. Oui, ça s'est produit dans d'autres endroits. Bon, je n'ai pas cherché à éplucher dans les autres Mais c'est quand régions. même assez exceptionnel. Ah oui, 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 là, ça s'est fait une fois et une seule dans notre région. Hein. Merci à Francis Taquet pour sa participation. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Spotify et sur le site internet de Terre et Territoire. N'hésitez pas à le partager si celui-ci vous a plu, et merci pour votre écoute.